Dans les projets, comme nous les avons vus, ce qui est très important, à mon avis, nous avons en fait travaillé à ce niveau et par rapport à ces projets, euh, par rapport à ces questions, euh, par rapport aux questions de la COVID et voir quelles sont en fait les différentes questions à ce niveau par rapport à différentes questions et par rapport donc aux questions, à l'atmosphère et aux catalysateurs de la COVID. Et par rapport à ces questions de la préparation et d'être prêt, fin prêt par rapport à ces différentes manifestations adverses, catastrophes, etc. Et euh, ceci est important par rapport à ces projets et par rapport aux populations donc, qui doivent être impliquées à ce, euh, et par rapport donc aux différents impacts qu'on a vus durant la COVID-19 et par rapport donc à cette résilience que l'on peut avoir et en fait les effets d'atténuation au niveau de la santé, mais au niveau social et économique par rapport euh, au niveau de ces questions, euh, par rapport à ces questions, par rapport au diagnostic, au vaccin, en fait, on peut les faire plus rapidement et peut-être qu'ils pourront fonctionner mieux dans le futur. Et par rapport à la fête de fourniture, par rapport à ces questions, et d'autres par des données, des outils, et en fait les outils de surveillance et de mesure à ce niveau. Ceci est très important. Il faut voir donc ce que nous allons faire au niveau de ces questions. Et par rapport à ces questions clés, qui ne sont peut-être pas aussi centrales qu'on ne le pense, par rapport qui ne sont pas, dirons-nous, au sein des préoccupations mondiales et de cette préparation. Et je pense que ce qui est très important par rapport à ces différents projets, c'est de voir quelles sont les discussions à ce niveau et de voir comment, en fait, on peut centralement arriver au cœur de la pensée pour les réactions à prendre et que l'on doit, en fait, faire par rapport au système à long terme qui ne gère pas la question uniquement de la santé, mais par rapport donc au pays et par rapport à l'atténuation de ces mesures. Et il y a aussi la question des institutions et des autorités qui prennent en fait les mesures nécessaires pour la préparation, pour faire face à ces différentes questions et aux capacités qu'elles ont pour réagir et de s'adapter donc par rapport à la confiance et aux questions donc institutionnelles et capacités par rapport à ces questions et par rapport donc à la préparation. Et puis après, il y a la connaissance dont on parle souvent, mais je crois que ce qui est très important au niveau, donc à ce niveau, c'est en fait les questions biomédicales. Mais le plus important ici, à mon avis, c'est de voir comment c'est important à ce niveau par rapport aux délibérations, au dialogue et à ces différentes questions. Et lorsqu'on a en fait une catastrophe et que quelque chose se passe, donc on puisse en fait comprendre et prendre des mesures nécessaires à ce niveau en ce qui concerne ces questions et voir quelles sont les manières dont on va en fait répondre et comment on va s'adresser aux problèmes à ce niveau. Et je crois que ces questions sont importantes par rapport donc à ces différentes questions et voir comment on pourra en fait, dirons-nous, par rapport au dernier mot dans la dernière séance, en fait, de construire des connexions, d'avoir un réseau, de pouvoir travailler à ce niveau et de voir quelles sont les contradictions, les problèmes par rapport aux langues, par rapport aux manières de raisonner d'un pays à l'autre,
et par rapport aux manières que l'on peut avoir de réagir par rapport à la réalité locale telle qu'elle existe. Et donc, ce panel final nous permet de réfléchir à l'avenir et de voir, je vais en parler. Nous avons 3 questions pour la réflexion. Comment les efforts mondiaux et régionaux peuvent s'interconnecter plus efficacement pour nous préparer donc en bas de l'échelle, donc avec les citoyens sur le terrain? Quelles sont les capacités locales au niveau mondial et local et quels sont les mécanismes qui sont nécessaires pour renforcer ce système de préparation et comment on peut être attentif aux réalités locales et, et finalement, comment en fait ces différentes préoccupations dans ce projet au niveau mondial peuvent être centrales par rapport aux questions dont on a débattu dans ce webinaire, par rapport aux pandémies et comment on va les combattre. Et pour partager ces questions sur ces vues, nous avons le docteur Chikwe Ekweazu, donc, qui a un rôle clé à ce niveau, qui est donc l'assistant du directeur général pour la surveillance et les systèmes d'urgence à l'OMS, mais aussi il s'occupe en fait du hub sur les pandémies et les épidémies. Et puis nous avons le Sylvain Briand, donc qui s'occupe en fait de l'épidémie et des pandémies et des préparations donc à l'OMS. Et puis 2 personnes qui sont arrivées parmi nous en ce qui concerne le professeur David Heyman, en ce qui concerne s'occupe de l'épidémiologie des maladies infectieuses, donc au centre de Cheltenham à Londres, et puis le professeur Susan Erickson, qui est un professeur en fait en sciences de la santé à l'université de Eraser. Et donc nous voyons donc je demanderai à chacun de conclure en 5 minutes pour que l'on puisse avoir encore du temps après pour une discussion ouverte. Et voilà. Merci beaucoup, Mélissa, à ce niveau. Et je suis important par rapport à ces conversations et par rapport à tout ce qu'on a entendu dans le monde entier, pas uniquement hier, mais ici, on peut parler d'autres choses. Et je crois, on ne dirait pas qu'il y a eu en fait une attitude exemplaire ou des performances par rapport à cette pandémie mondiale, comme on l'a vu. On s'attendait à ce qu'il y ait des différences, mais ce que l'on pensait, c'était ces exemples de réponses dans d'autres parties du monde et qui se sont déroulées. Et la situation donc nous a permis, d'une certaine manière, d'avoir donc des compensations honnêtes parce que la manière dont cette pandémie a fonctionné, c'était de voir comment on pouvait agir et comment, si on n'avait pas eu la possibilité d'avoir cette conversation, parce que la conclusion que l'on peut tirer, on aurait dit oui, une mauvaise performance, mais en fait, ce qui est important, c'est en fait que les personnes donc, qui ont les moyens ont bien eu des résultats, mais là, on voit que ce n'est pas du tout le cas. C'est quelque chose, un moment important de réflexion et qui nous permet de voir comment on peut tenir cette conversation sur les structures, sur la préparation. Ce que cela, en fait, a amené comme réflexion, c'est ce besoin, d'une certaine manière, d'avoir un besoin de collaborer et à travers la collaboration, par rapport aux bénéfices et avantages mutuels, ce qui est très important, c'est de voir qu'en fait, le partenariat ne peut pas être bénéficiaire que d'un côté, mais que dans les 2 côtés ou dans les 2 parties, on doit en bénéficier. Par rapport au partenariat, on voit comment les choses évoluent et par rapport aux bénéfices dans cette collaboration et dans ce partenariat pour les 2 parties. Et là, c'est une des leçons que l'on peut avoir dans cette pandémie
par rapport à ces questions, mais qui n'est peut-être pas évidente pour les autres personnes. Mais, et donc par rapport à notre existence, dépend en fait de trouver un modèle pour cette collaboration. Et nous le faisons donc pas par rapport donc aux bailleurs de fonds, par rapport au PIB, ou par rapport donc à ce que nous allons faire. C'est une conversation importante et cette conversation est importante par rapport aux investissements que l'on fait dans la collaboration à ce niveau et par rapport au taux de survie et par rapport à ces recommandations, nous avons au moins donc un voyage qui a démarré par rapport à ces questions et par rapport à ces collaborations dans cet espace, par rapport aux organisations. Cela nous amène à voir comment, donc, dans nos organisations et partout dans le monde, on travaille. Et tout ceci est très important par rapport donc à ces questions. Comment on permet donc le partage de l'expertise, des ressources, des plateformes et en reconnaissant que la prochaine pandémie, euh, que cela est très important. Et ceci est important aussi par rapport à ces questions. Et en ce qui concerne donc le problème que nous devons résoudre, ces catastrophes, c'est un peu à travers les professions, à travers tous les collaborateurs, donc par rapport à ce concept de la santé qui est important, mais comment, et j'en ai travaillé au niveau des pays depuis 5 ans, au niveau du leadership, et je sais que c'est très difficile d'arriver à mener, à travailler tous les acteurs ensemble à ce niveau par rapport à cette question de l'interface humaine. Et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile à ce niveau par rapport à un pays, par rapport... Et on peut essayer, on peut réessayer la collaboration entre les pays. Je vais vers des pays pour lesquels, pour une raison ou une autre, n'ont pas cet esprit par rapport aux raisons sociales, politiques, mais pour l'instant, il y a très peu d'exemples de bonne collaboration entre les pays. Et en particulier par rapport à ces différentes questions. Et je crois que, et pour en rendre les choses plus faciles, je dirais qu'au Nigeria, il y a eu très peu de collaboration qui s'est déroulée par rapport à ces différentes questions entre le Niger et le Nigeria, et qui sont en fait séparés par une euh, frontière euh, donc qui n'est pas naturelle et qui est une frontière administrative, mais il y a peu de conversations parce qu'on ne s'est pas concentré en fait sur les opportunités qui existaient de collaboration. Et c'est dommage. Il faut en fait parler des pays qui refusent de travailler. Et pour l'instant, il faut construire sur les opportunités qui nous ont été offertes par les pays voisins. Et en ayant dit tout cela, je dirais que par rapport à la situation à laquelle nous sommes confrontés, que nous avons des conversations très intéressantes par rapport à cette collaboration avec nos États membres sur les nouveaux concepts de collaboration entre nous et qui nous permettent d'appuyer sur le bouton et de voir comment les choses sont importantes parce que nous avons en fait partagé en fait, une relation sociale depuis des décennies et ceci est important par rapport donc à ces questions aux professionnels et nous voulons en fait aller plus loin dans cette frontière et voir où nous pouvons arranger les choses et donc de penser aux défis et de voir comment on va les gérer de manière collective par rapport à ces questions et par rapport à ces espaces. Et ça, c'est le travail que nous menons à bien pour l'instant, pour l'épidémie et pour tout ce que nous faisons ici à Berlin, pour toutes les recherches que nous faisons au niveau de la gestion des épidémies. Et ceci sera donc important pour le monde et j'espère que nos collègues, pas uniquement les épidémiologistes, mais aussi les chercheurs en sciences sociales et
tous les acteurs qui travaillent dans toutes les professions et les professeurs d'université, que l'on puisse avoir ainsi un modèle à ce niveau pratique et qui puisse nous amener à travailler ensemble sur la manière dont on peut trouver une solution. Et pour la question de la réponse et le programme d'urgence à ce niveau est important par rapport à ces questions. Et nous faisons partie de ces urgences et ceci nous permet de voir comment on va travailler à ce niveau. Mais ceci est important par rapport aux réponses que l'on a et comment on peut trouver quelque chose au niveau de la logistique. Et je vais terminer sur une réflexion. Il est très clair que nos activités doivent se concentrer par rapport au pays et au niveau sous-national, parce que c'est là, en fait, que les autorités peuvent répondre. Et à ce moment-là, lorsqu'on arrive en fait à l'OMS et en ce qui concerne ces différentes questions, je dois dire que nous avons raté une opportunité critique et ce que nous allons faire, c'est de voir comment cette clarté est importante à ce niveau et par rapport à ces différentes questions, par rapport au mois à venir et j'espère qu'on verra donc plus de concentration à ce niveau par rapport aux organisations et par rapport à comment on pourra aider nos États membres pour trouver la bonne réponse à ce niveau et voir donc comment on pourra trouver des solutions qui vont définir en fait les activités, nos rôles et en fait à ce niveau et fournir une possibilité de trouver une solution et grâce à cela, on pourra travailler et donc je vais m'arrêter ici et ceci est important par rapport, j'aimerais aussi donner les directions à mes collègues. C'est en fait très intéressant de voir ces modèles de collaboration et je pense que la question en fait qui est ici soulevée, c'est en fait la question du savoir, de la collaboration, mais aussi donc dans les approches du haut vers le bas et du bas vers le haut. Cela est très important par rapport aux différents matériaux, par rapport au pays, à la manière de collaborer. Et je pense que ceci est très important et je suis très heureux que l'OMS va aller à ce niveau. Et Sylvie, donc par rapport à l'OMS, quelle est en fait votre perspective par rapport à ces défis? Merci beaucoup, Mélissa, et merci de m'avoir invité. Et j'aimerais remercier donc l'orateur précédent qui a dit quelque chose de très intéressant. Je pense que ça va nous aider par rapport donc, à la manière dont on va modeler le futur. Sur la première question, je pense, Mélissa, comment on va améliorer la connexion à ce niveau par rapport à ces questions et par rapport au caractère clé de l'épidémie? Et à ce moment-là, on peut comprendre donc ce qui est très important et comment on peut se préparer. Et les caractéristiques clés, c'est en fait la crainte, la peur. Et lorsque, en fait, on a peur, on ne prend pas les meilleures décisions par rapport à cette approche autoritaire et par rapport donc à la manière dont on peut répondre à ce niveau. Et en fait, la peur est en fait le moteur de ces crises et l'incertitude, bien sûr. On l'a mentionné avec d'autres orateurs. Et l'incertitude et le fait que, en fait, c'est important et il y a différents pays qui, à différents moments, ont vécu d'autres choses. Il y a beaucoup d'incertitudes et des dynamiques à ce niveau. Et la troisième chose et le troisième élément, c'est le risque que pour chaque crise et chaque épidémie, nous allons avoir un impact qui vont en fait liés donc aux causes de la société. Et comme je vous l'ai dit, si on a de la chance, ici, les personnes sont confrontées à la même menace et donc les personnes sont en fait mieux coordonnées, mais dans la plupart des crises, c'est le contraire qui se passe. Et c'est ce que j'ai constaté en particulier pour les épidémies, parce qu'elles se transmettent de personne à personne.
Et cela affecte les réactions des personnes. Et je crois que cela nous donne en fait des conseils sur la manière dont on va aller plus loin par rapport à ces questions et sur la manière dont on va gérer ces caractéristiques. Et sur la deuxième question, par rapport aux capacités, j'ai en fait 4 commentaires à faire avec vous tous. Et la première, en fait, c'est de voir en fait la différente présentation à ce niveau et différents paradigmes à ce niveau. Un paradigme par rapport au contrôle et le paradigme qui est très important lié en fait à l'approche militaire dont on a parlé. Et on passe du haut vers le bas, et après, il y a la question, en fait, du paradigme centré sur l'humain. Et, mais, donc, une personne nous a dit que nous avons besoin d'un équilibre entre les deux paradigmes, mais je pense que ce qui est très important, c'est de voir comment les minorités sont importantes et de voir comment on peut avoir beaucoup de plaidoyer et de communication à ce niveau. En particulier, je crois que en fait cela en fait n'est pas arrivé au niveau politique à ce niveau, euh, et c'est important. Mais par rapport à certains commentaires à ce niveau, nous voyons quelle est la méthodologie à ce niveau et pour les chercheurs, et comme on l'a dit, à ce niveau, nous voyons euh, par rapport à la dynamique des événements et la flexibilité dans la méthodologie. Et il faut définir votre méthodologie et vous l'appliquer. On ne peut pas la changer par la suite. Euh, il faut voir quand les recherches, il faut changer euh, par rapport à ces questions et la qualité des autres résultats dont on a besoin par rapport aux événements et par rapport à ces autres questions. Et ce qui, en fait, marche en temps normal ne marchera pas en temps d'urgence. Un autre point qui est très important, c'est de voir, en fait, les crises précédentes qui ont, en fait, touché la population. Et donc, en fait, la question d'Ebola était une question importante et j'ai vécu beaucoup des crises ce siècle, mais lorsque l'on parlait donc de ce qui se passait sur la peste à Madagascar, il y a eu aussi des problèmes d'Ebola et en fait, on a copié les autres interventions et par rapport aux agents pathogènes. Mais on ne pouvait rien faire par rapport à Ebola et par rapport aux interventions différentes et aux approches. Et cela n'était pas facile de trouver en fait des réponses à ce niveau et dans les approches. Donc, je ne parle pas de la COVID parce que d'autres personnes en parleront. Mais le quatrième point, ce sont les capacités locales. Beaucoup de, en fait, orateurs ont parlé des problèmes au niveau public, mais on verra aussi la question de l'impact sur la santé et de voir aussi la question de la transmission et les effets en fait secondaires qui sont néfastes pour la société. Malheureusement, en fait, ces effets sont rarement évalués et mesurés pour les impacts, et ces groupes qui étaient avant la crise vulnérables, maintenant sont encore plus vulnérables. Et maintenant, nous avons un groupe dans mon département qui travaille sur les mesures sociales et qui essaie de trouver une solution par rapport aux connexions entre vos groupes et ce groupe, parce qu'il y a en fait une mise au point de méthodologie pour avoir accès à ces impacts négatifs. Et la dernière question par rapport donc aux conseils qui sont importants au dialogue mondial. Je crois que ce qui est important, c'est de reconnaître l'importance de cette approche humaine. Et ceci est important par rapport aux questions politiques, évidemment. Et par exemple, les
nos collègues nous parlent en fait de l'Amérique du Sud, nous ont parlé de ce qui se passait dans ce pays et j'ai travaillé au Pérou et je me rappelle très bien comment en fait le gouvernement a lancé l'initiative Le Verre de lait, qui était en fait un verre de lait pour chaque enfant et ils ont travaillé avec le groupe de femmes qui devaient en fait travailler, mais après quelques années, ces femmes sont devenues en fait très puissantes politiquement et le gouvernement a arrêté l'initiative à cause de l'implication politique et il ne faut pas être naïf. Quoi que l'on fasse, cela aura des questions et des implications politiques et je crois qu'il faut le savoir. Il ne faut pas être naïf et oublier ce point. Et une autre question, je ne sais pas comment le dire à ce niveau, si nous promouvons donc le dialogue en ce qui concerne le co-développement des interventions, donc un dialogue bilatéral, il faut voir comment on va changer le vocabulaire. Et quelqu'un a mentionné donc la surveillance, l'écoute sociale, mais nous, à l'OMS, on en fait la question infodémique de cette gestion par rapport à l'écoute sociale et en fait en ce qui concerne la résilience des communautés et l'engagement et la responsabilisation des personnes. Il ne faut pas parler d'infodémique comme une rumeur, mais il faut en fait avoir plusieurs approches et une palette d'approches et un éventail d'approches à ce niveau et qui sont très importants et qui sont en ligne avec ce que vous venez de dire. Et le troisième point sur cette question, c'est de voir comment nous pouvons en fait gérer ces questions. C'est le dernier point, s'il vous plaît, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais il est très important de voir comment on peut avoir aussi donc ces différentes questions de l'alphabétisation des médias, de l'alphabétisation en fait de la engagement des communautés, mais on devra en fait aussi parler de la responsabilisation des communautés, de communiquer plus à travers les blogs, à travers différentes initiatives pour se protéger. Et très souvent, il s'agit de communication, blabla et des posters, mais on ne va pas plus loin. Si vous voulez que l'on regarde quelque chose, il faut en fait avoir du savon, il faut avoir des objets concrets de la vie réelle. Et mon point final, et je pense que c'est très important, à propos de l'histoire des crises précédentes, c'est que la plupart des pays ont en fait vécu la COVID-19 et comme vous l'avez vu, il y a en fait une méfiance par rapport au vaccin et je pense qu'il faut voir comment en fait voir comment cela est important par rapport à la pandémie et au vaccin. Et bien sûr, nous démarrons maintenant la préparation par rapport à d'autres vaccins et nous devons avoir un engagement actif à ce propos par rapport à d'autres questions, d'autres systèmes, parce que cette crise a réduit le capital de confiance. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi d'être long, non, c'était très, très bien, c'était fantastique. Et l'important, c'est les enjeux du changement de pouvoir. Je vais passer à David alors. Merci, Melissa. C'est un plaisir d'entendre ces récits en provenance de certains pays qui ont fait un bon travail dans ces situations. Et je voudrais résumer et paraphraser ce que l'on a déjà dit, et corrigez-moi si je me trompe. Je crois que j'ai entendu dire que ce qu'on doit faire, c'est d'avoir un bon équilibre entre les niveaux global, régional et local. Et en même temps, il faut écouter mieux ce que les pays expriment comme leurs besoins particuliers. Et ce que j'ai reçu, j'ai participé comme modérateur dans un cours sur les vaccins, une formation au Ghana, et c'était
un cours où je participe tous les ans avec London School of Hygiene et ils enseignent l'application des vaccins et il y a eu un appel. Quelle est la priorité pour l'utilisation des vaccins dans votre pays? Et c'était en novembre dernier et on a dit que le vaccin de malaria est la priorité. Les vaccins de COVID-19, est-ce qu'ils étaient une priorité? Et il y a eu une enquête au Sénégal et dans certaines régions du Sénégal, le taux de vaccination était très élevé. Un autre aspect, ils ont dit que leur population perçoivent le vaccin de COVID-19 comme le Nord se protégeant de l'épidémie en les vaccinant dans les pays africains. Donc, il faut distribuer du vaccin à 70% de la population mondiale. Il faut bien écouter ces soucis et on a mieux compris ce qui se passait. Pour revenir à comment s'assurer qu'on a ce bon équilibre, on a déjà fait beaucoup de progrès et les règlements internationaux de la santé en 1969, ils ont déjà eu des directives sur le vaccin. En 2005, on avait déjà compris l'orientation. Et en 2005, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis l'exigence au pays pour développer la capacité de détecter l'occurrence de maladies pour sauver les vies dans leur pays, mais aussi pour prévenir la propagation au niveau mondial. Mais ceci donnait un filet de sécurité pour que les pays travaillent ensemble en cas de pandémie et pour arrêter les pandémies au début. En 2005, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gouvernements ne se sont pas engagés à promouvoir, développer ces capacités et les communautés n'étaient pas engagées et on n'a pas donné les fonds au pays pour développer ses capacités. Et on essaye d'éviter cela. Une bonne évidence de ce qui se passe avec on a un rapport de l'OMS sur ces capacités et comment elles sont développées. Si on voit la carte et le plan de ce qui s'est passé en 2015, en 2011, il y avait déjà 3 pays en Afrique de l'Ouest qui n'avaient pas rapporté la Libérie, la Guinée, des pays où les épidémies se sont le plus gravement révélées, au Nigeria, au Sénégal et au Mali. Et dans ces pays, en effet, on a pu arrêter les épidémies et prévenir les importations. Donc, dans les rapports de l'OMS, j'espère que les pays vont continuer de développer leurs capacités. Nous avons la possibilité de rendre cela encore plus clair avec le traité signé par l'OMS et l'équipe de préparation. Mais il faudrait parler plus de prévention. Il faut être préparé à répondre et il faut essayer de prévenir ces maladies. Donc, ce traité va tenir compte de cela. Et ce traité peut faire en sorte qu'au niveau mondial, on ne crée pas de mécanisme pour répondre aux épidémies, mais on essaye de donner les capacités à chaque pays pour développer les mesures dont ils ont besoin. Au niveau national, on a besoin d'engagement pour que les pays s'engagent en temps réel, non seulement pour développer la préparation et des activités de prévention, mais vouloir partager leurs capacités avec d'autres au niveau national
et au niveau local, et il faut mieux travailler, nous tous, pour répondre aux besoins identifiés, la décolonisation de la médecine. Donc, c'est ce que je voulais vous rapporter. Merci, David. Vous avez mentionné certains points clés et le traité de l'OMS qui est en train de pousser cette préparation à un haut niveau pour avoir ce droit et pour mieux comprendre ce que veut dire préparation qui mise sur la protection des populations et pas seulement sur la réponse aux pandémies. Et maintenant, finalement, quelqu'un qui a joué un rôle important dans ce groupe consultatif. Et ce point final, voulez-vous donc partager avec nous quelques idées sur l'avenir? Merci à cette équipe de préparation pour ce travail de sciences sociales. Et mes commentaires aujourd'hui vont vers le groupe de préparation et ce webinaire qui a utilisé le terme d'en bas. C'est bien choisi et je félicite les équipes de recherche et leur travail et leur réalisation, mais je suis un peu mal à l'aise avec le mot par en bas. Il est très tôt ici à Vancouver. Même si je félicite les groupes de recherche pour leur réalisation et résultats, je suis encore un peu mal à l'aise avec le mot par en bas parce que le rôle des personnes dans la santé mondiale, je vais utiliser ce temps de commentaire pour faire la reconnaissance de personnes qui travaillent sur la politique de reconnaissance. Nous avons travaillé avec le CEO d'une entreprise canadienne et il travaillait à partir de la maison et il a commencé à parler, à se lamenter du déclin de la démocratie libérale dans le monde. Et il parle philosophiquement des normes sociales, le manque de liberté. On ne voyait pas comment l'Europe et l'Amérique du Nord allaient récupérer ce déclin. Et ceci était limité dans la limite de ceux qu'ils voyaient comme étant capables de leadership et un manque d'imagination dans les communautés. Et c'est là d'où viennent les bonnes idées. Et ils voulaient sauver, et parce qu'ils ne voyaient pas de bonnes idées ni de... il avait un problème de reconnaissance. Il vivait confortablement dans un monde où il a eu la reconnaissance pour toute sa vie, mais il n'était pas reconnu pour ses faits et il ne voyait pas d'alternative pour ce qui était en cours. La préparation qui souffre aussi de non-reconnaissance et les réponses de la santé publique à la préparation et l'index de sécurité sur la santé et en Maryland aux États-Unis et les États-Unis sont le numéro 1 en 2022, même si les États-Unis ont le taux le plus élevé de protection. Et même si en 2020, Sierra Leone a testé pour COVID-19 et avait des protocoles de vaccins en œuvre, ça n'a pas marché. Et la technologie numérique, nous associons des pratiques de non-reconnaissance, même si la haute fonctionnalité et l'innovation technique exigent au niveau légal. La recherche dit qu'il y a des directives des centres des États-Unis et les ministères ne les utilisent
et ils utilisent des technologies avec lesquelles ils ne sont pas familiers. Ceci montre que l'innovation technologique est en Sierra Leone. Et si vous le doutez, vous pouvez faire partie du problème de reconnaissance. La pandémie et le projet de préparation à la pandémie partagent beaucoup de connaissances et les défis qui ont été identifiés ici aujourd'hui, je vais en ajouter un autre. Il faut travailler sous la politique globale de santé pour éviter la symétrie en termes de reconnaissance. Il faut changer l'esprit des personnes pour une préparation intelligente pour l'avenir. Les orateurs aujourd'hui nous ont donné des preuves euh, basées sur leurs recherches et merci de votre attention. Merci. Susan, et merci d'avoir soulevé la politique actuelle au centre de nos préoccupations et ce langage, la façon dont on euh, euh, nomme ce projet qui a été mis en place en termes de niveaux, les niveaux qui changent et qui s'entrecroisent. Vous avez apporté comme alternative à l'approche d'en bas. Mais c'est vrai que la langue est un défi et comment générer une approche mutuelle, beaucoup plus entrecroisée. Et nous avons quelques minutes pour des questions. Si vous voulez les poser, vous pouvez les introduire dans la boîte à messages Q&A et le cadre de partenariat dans les agences et les communautés plus traditionnelles. Ces partenariats doivent être basés sur la confiance. Et comment peut-on avoir des relations de confiance? Il faut que ce soit informel. Est-ce qu'on a besoin des accords de partenariat, ce qui implique l'autorité des institutions pour répondre aux urgences. Donc, on va commencer. Merci. Oui, c'est difficile. Je dirais que la réalité se trouve au milieu des deux. On a besoin des deux. L'approche du bas vers le haut pour la communication, écoute, apprentissage, mais on a aussi besoin de quelques structures et cela dépend du niveau duquel on parle et auquel il s'applique. Beaucoup des discussions aujourd'hui sur les sciences sociales et comment créer des relations de confiance nous permet d'arriver à des réponses. Les discussions sur l'Ebola, les pandémies d'Ebola et les prises de vaccins et des pratiques de barrières sociales et les infrastructures de santé publique travaillent dans ce sens-là. S'il y a une clinique auquel vous ne faites pas confiance et qui vous fournit les soins et le matériel, alors comment pouvez-vous accepter d'avoir le vaccin? Et maintenant, nous pensons qu'en tant que santé publique et en tant que quand on fournit des soins de santé publique, il faut avoir la confiance de ceux à qui elle s'adresse. Et on commence à travailler et on a des services cliniques de prévention et on apporte une réponse aux besoins des populations. Ce n'est pas facile parce que nous avons été menés à penser
que plus l'autorité est haute, mieux elle est préparée pour répondre à ces questions de crise. Mais dans l'OMS, il y a une exigence d'écoute pour adapter nos mesures. Donc, il faut, vous avez raison, je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que dans le contexte du travail que vous menez, on sait qu'il y a beaucoup moins de personnes qui croient que nous avons tous les moyens, mais ce qu'il faut, c'est s'écouter les uns les autres et travailler en connexion les uns avec les autres. Merci beaucoup. Il y a une main qui s'est levée. Est-ce que vous voulez poser une question? Non, ce n'est pas une question. D'abord, il y a une mesure de précaution. Il ne faut pas être trop exigeant avec nous quand on prend les pandémies. Nous avons fait un long chemin et nous avons fait beaucoup de progrès. Et c'est des choses comme ça, des discussions comme celle-là où nous sommes réunis qui nous aident à progresser. Et ceci dit, je veux féliciter tous ceux qui travaillent dans la pandémie. Ce n'est pas facile. Comme vous savez, les maladies qui surviennent et il n'est pas facile de concevoir une bonne approche. Quand on parle de préparation, nous devons lier la préparation à d'autres segments. Quand on parle de la préparation et la technologie est nécessaire. Quand j'ai travaillé pour le coronavirus, on a eu de la technologie qui nous a été fournie, mais on n'avait pas la formation pour utiliser la technologie. Quand on parle de vaccination, oui, on vous a perdu ou alors vous avez coupé le micro. Je disais, j'avance, la préparation doit toucher à tous les aspects de notre travail. La technologie en Sierra Leone, nous avons des tablettes, des portables, mais on ne sait pas les utiliser. Il faut apporter la formation aux personnes et pour la préparation, il faut apporter tout d'abord la formation. Ce que j'ai vu avec le vaccin, la vaccination, c'est qu'il y avait une lacune et il y avait beaucoup de fausses informations dans les réseaux sociaux et qui pénétraient dans la communauté. J'ai été confrontée à cela et je pose une question. Si vous avez un problème, vous ne voulez pas en mourir. Et le message, il faut être rapide dans la réponse aux communautés. Quand on donne formation à notre personnel, il sera mieux préparé. C'est excellent. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Merci beaucoup. Oui. Et rapidement, y a-t-il quelqu'un d'autre ou quelqu'un de notre équipe de projet ou dans le groupe consultatif qui a une question ou un commentaire à faire rapidement? Oui, peut-être alors. Oui, alors je reviens à vous pour un dernier mot. C'est pas le dernier mot, mais je pensais au fait que parfois on parle de communautés, mais les communautés sont vues
dans les pays à bas revenus. Mais ce qui serait bien, c'est d'avoir une anthropologie réciproque et avoir des chercheurs du Sud qui viennent dans nos pays du Nord pour voir la question de l'engagement communautaire. Comment peut-on engager les communautés pendant les crises? Ce serait très enrichissant, à mon avis, pour avoir des idées du conseil de ces chercheurs. Je pense que c'est un point très bon pour la clôture. Ça apporte l'idée d'universalité de ces menaces et c'est le mouvement de décolonisation, c'est renverser le pouvoir et rendre le centre. Le centre devient l'extérieur et l'extérieur devient le centre et on peut être tous interconnectés. Donc, cette dernière séance de le webinaire sur le pouvoir, les donations de la préparation pour faire face aux menaces, les équilibres entre les priorités de la maladie et les priorités socio-économiques et les interviews qu'on a fait avec les gens il faut créer des ponts avec tous et nous avons parlé de l'importance de l'écoute et de la compréhension mutuelle et le renforcement de capacités pour que tous puissent mieux s'écouter les uns les autres et mieux comprendre ce que chacun dit. Je pense que cette discussion a été très enrichissante. Je voudrais remercier tous ceux qui ont accueilli cette session et je passe à Hailey pour des remarques finales. Merci beaucoup et je voudrais tout d'abord montrer les dernières publications de notre projet, les résultats publiés qui sont disponibles la semaine prochaine. Donc, il y a là des idées. Et si vous allez à la dernière diapo, vous verrez le lien où vous pouvez trouver les sites de la préparation à la pandémie et nous sommes en cours de préparer un numéro sur les sciences sociales qui va être publié l'année prochaine. Et je voudrais aussi remercier tous nos chercheurs qui ont préparé les vidéos et qui ont présenté ces résultats. Et je remercie les participants, les discutants qui nous ont donné des remarques fascinantes. Et je remercie les panélistes de la session finale et je remercie tous ceux qui nous ont ramené toutes ces questions. Et je remercie le public pour les questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais je pense que c'est important de voir cette manifestation d'engagement. Je vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir et merci beaucoup et félicitations.